Salut, je suis avec mes potes Mika et Richard et ils font partie de la sauce Gladiator Ars Maiorum. Donc en fait, c'est un peu des historiens de la baston antique, hein, finalement. Ils font des reconstitutions de combats de gladiateurs et ils étudient aussi les arts martiaux d'avant, quoi, hein, de jadis comme on dit, tout ce qui est pugilat et pancrace aussi un petit peu vous faites. Et ils vont nous montrer quelques techniques de pugilat, les 3 techniques de pugilat les plus mortelles qu'ils connaissent. Voilà, donc Richard, toi t'es un peu l'historien du truc, tu avais pas mal étudié, tu avais écrit je crois un mémoire sur les arts martiaux antiques, donc tu peux nous raconter un peu ce que c'est? En gros, le pugilat, ça remonte à plus de 2500 ans. Les premières traces qu'on a, c'est la boxe crétoise. C'était pratiqué à l'île de Crète. Et après, ça s'est développé en Grèce. Et c'est devenu un sport qui était aux Jeux Olympiques. Par exemple, Pythagore, c'était un mec cool, quoi. Il était Pythagore, prof que vous apprenez à l'école en maths, était champion olympique de pugilat. Donc il faut savoir que le pugilat, c'est une boxe. C'est-à-dire, c'est qu'avec les poings. Les poings sont entourés par des cestes. Cestes, c'est des lanières de cuir qu'on met autour pour protéger les métacarpiens. Et les coups ne se portent quasiment qu'au visage. Donc c'était le sport le plus violent de la Grèce antique, qui s'est perpétué jusqu'à la Rome antique. Et à partir de la Rome antique, après, quand Rome est passée sous domination chrétienne, les chrétiens l'ont interdit, tellement que c'était violent pour eux. Donc le niveau de violence est extrême. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblait la tête d'un pugiliste, voilà, il y a la tête de ce gars-là. C'est le pugiliste des Thermes, c'est une statue en bronze. Et vous pouvez voir que c'est pas très joli. Les oreilles décollées, les pommettes éclatées, le nez tout défoncé. Une bonne gueule de porte-bonheur, comme on dirait. Non, c'est pas une gueule de porte-bonheur. Ouais, en fait, Pythagore, quand il était jeune, il avait gagné les JO, tu m'avais dit, c'était ça? Oui, il avait gagné des jeux. Parce qu'il y avait plusieurs types de jeux. Il y avait les olympiques, les ismiques, etc. Et Pythagore avait été champion de pugilat pendant un de ces jeux. C'était prestigieux de gagner ces jeux à l'époque. C'était sportif absolu. Donc, avait gagné, oui, ces jeux. Donc il faut imaginer que Pythagore, en plus d'être prof de maths, il pouvait aller déboîter la tête de Vladimir Klitschko. Donc, Pythagore. Ouais, ok. On aurait dû me dire ça à l'époque où on utilisait Pythagore. Ça aurait donné plus de crédibilité au truc. Au théorème de je me serais plus intéressé. Pourtant, le théorème de Pythagore, il est applicable. Hein. On peut calculer des équerres pour faire de la maçonnerie, des trucs comme ça. Enfin, il y a des trucs cool à faire. Alors que bon, par exemple, c'est vrai que j'ai 35 ans. Et c'est vrai que depuis 35 ans, je crois que j'ai jamais utilisé l'algèbre dans la vie de tous les jours, quoi. Mais bon, c'est comme quoi ça sert vraiment pas à grand chose, mais bon. Enfin voilà. Et donc les techniques de pugilat, Mika, tu vas nous en montrer 3 qui déboîtent bien. Et, enfin, moi ils m'ont un peu montré, hein, ça fait quelques temps que je m'entraîne avec eux et ce que je kiffe avec le pugilat, c'est que ça ressemble un petit peu à la boxe thaï. Et moi j'aime bien ce côté d'avoir des gardes comme il va vous montrer, hein, où ça joue beaucoup des coudes, c'est très proche de l'adversaire. Et Richard, tu m'avais même montré une photo d'un vase où on voit une représentation, c'est quoi, c'était une mosaïque? C'était une photo d'entraînement où ils sont sur le son d'une flûte et ils sont en position boxe taille. Ah ouais, il y avait la flûte aussi, ouais. Le mec sur le vase grec, il est comme ça, quoi. Non, où il est... Ouais, je crois qu'il est comme ça, vraiment. Enfin, ils sont comme ça. Ça fait penser à la boxe thaï. Et c'est vrai que dans les techniques, on retrouve un petit peu, quoi. Donc, voilà, Mika... Il y a beaucoup de gardes longues, ce qui s'appelle la Pro Ball. Ça porte un nom spécifique. La Pro Ball, c'est la garde comme ça que tu m'avais montré, ouais. Ouais. Bon, après, on a le centre de gravité en avant. Bon, ça rend sensible à tout ce qui est balayage et tout. Mais bon, c'est parce que dans les règles, c'était que des frappes dans le haut du corps et au point. Donc du coup c'était pas gênant, quoi. Ouais, c'est les spécifiques après, c'est comme en anglaise, il y a des techniques qui sont adaptées aussi par le fait qu'il y ait les gants, les gardes et tout sont adaptés au fait qu'il y ait les gros gants qui protègent et qui font des... La garde longue justement parce qu'on a des lanières de cuir, on n'a pas ces gants de l'époque. Bon, les Romains l'ont amélioré, après ils les ont plombés, ils ont mis des boucles de plomb dedans, mais avec une garde où tu
où on a juste des lanières de cuir, il vaut mieux l'avoir longue. Parce qu'on ne peut pas la coller au visage. Parce que ça ne protège pas le visage comme les gros gants de boxe anglaise. Et ouais, c'est les spécifiques après de chaque discipline, quoi. Bon, je crois qu'on a bien parlé, maintenant on va passer à la pratique. Donc comme mes collègues en ont bien parlé, du pugilat, si vous connaissez la boxe anglaise, ben, ça n'a rien à voir avec la boxe anglaise actuelle. À la rigueur, vous pouvez vous moquer de certains films où vous voyez les gars se battre comme ça à l'ancienne, au début des années 1900. On va dire que ce type de boxe va ressembler légèrement au pugilat, je dis bien légèrement, dans le sens où effectivement les poings sont projetés vers l'avant. Pourquoi? Parce que si je suis ici, si mon collègue veut me frapper en plein dans le visage, alors là il peut y aller, ça va passer un coup sur deux, voire beaucoup plus que ça. Alors que si je suis ici, il va falloir déjà qu'il arrive à m'atteindre. Voilà. Donc là je suis là pour me protéger. Et regardez, voilà, j'ai mon coude et mon avant-bras vers l'avant. Donc alors première chose, il y a tout à l'heure Richard en a parlé, c'est de la garde en pugilat. Donc la garde qu'on appelle la pro ball est ici. Pro ball, ça veut dire les mains en avant. Pourquoi on a les mains en avant? Pour garder son adversaire à distance et décider quand nous, on a envie de rompre la distance. Toujours dans le combat, prendre l'initiative. Autre chose aussi, par rapport au pugilat, la différence avec la boxe, c'est que contrairement à la boxe où on va être ici, frapper une fois, deux fois, revenir, là, le but du pugilat, c'est de noyer son adversaire sous un déluge de coups. Ça, c'est bien, ça. Ouais, s'il y a des amis bourrins parmi vous, en tout cas parmi nous il y en a, noyer l'adversaire sous un déluge de coups, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire enchaîner les coups ici. Voilà. On essaie de se rapprocher de son adversaire, on ne le fuit pas. Pourquoi? Sur un champ de bataille en Grèce, on ne recule pas. On est face à son adversaire, et le premier qui recule, ou qui met un genou à terre, ou qui tombe au sol, en principe, on ne donne pas cher de sa peau. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de choses qui sont très sympas à l'époque, comme ce qu'on appelle une falcata, qui est là pour vous fracasser le crâne une fois que vous êtes au sol. Vous pouvez avoir un casque en bronze, un coup de falcata, ça va vous exploser à la fois le casque et à la fois le crâne qui est en dessous. Donc il vaut mieux rester à distance de son adversaire. On va dire que les mains symbolisent un peu finalement la lance du combattant grec, que vous avez pu voir notamment dans le film 300. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu la garde, on va passer à autre chose. Donc le poids du corps vers l'avant, les mains ici. On va passer au premier coup. Le premier coup, ça va être quoi? Ce qu'on appelle un marteau. Alors ça peut vous sembler bizarre, parce que c'est interdit en boxe actuellement. Vous pouvez en voir des fois au free fight, mais vous le voyez pas mal, vous l'avez pas mal vu au Pride. C'est les coups qui se donnent ici. Alors en principe, vous les voyez au Pride, quand le combattant est au sol, on n'arrive pas à lui placer des directs, donc on y va comme ça. Et croyez-moi, ça fait extrêmement mal, notamment sur le sommet du crâne, on essaie de venir. Pourquoi sur le sommet du crâne? Parce que le sommet du crâne est assez fragile, contrairement justement à la pointe du crâne, où ici, même si effectivement vous allez prendre des coups, ça va peut-être vous ouvrir la peau, mais ça ne va certainement pas vous péter la boîte crânienne. Alors qu'au-dessus, il y a un point de fragilité du squelette, hein, c'est bien connu. C'est pour ça que c'est interdit aussi en free fight, encore une fois. À l'époque, ils ne s'encombraient pas de ce genre de règles. Pourquoi? Dans quel esprit c'était pratiqué? C'était le sport, c'était la guerre en temps de paix. Donc on s'entraînait à la guerre quand on faisait du sport à l'époque. Donc ça donne en pratique, parce que vous êtes ici, vous venez au sommet, frapper sur le crâne, là. Même s'il met sa main, de toute façon, ça peut passer. En principe, il ne va pas la mettre. Voilà, je vais ici, ici, voilà. Donc, vous avez aussi la variante, c'est-à-dire l'autre main, vous venez ici, frappez aussi au sommet du crâne. Et vous avez enfin la dernière variante, lorsque vous n'arrivez pas à atteindre votre adversaire, vous venez là en sautant. Donc là, il n'y en a pas beaucoup de place à cause du champ, du cadre. On va essayer de le faire autrement, je ne sais pas si on peut y arriver. Donc vous venez ici, vous attrapez la main de votre adversaire pour venir lui fracasser le crâne avec tout le poids de votre corps au-dessus. Donc là, ça fait penser à Tony Jaa, quoi, qui saute et qui va mettre son coup de coude à la Hong Bak. Voilà. Je trouve qu'il y a pas mal le côté se rapprocher de l'adversaire, quoi. Moi, ce que j'ai kiffé aussi, c'est les blocages au coude avec la garde comme ça sur les directs. Donc ça servait à casser les phalanges en face. Donc ça fait un peu penser au Kyokushin, où les mecs bloquent avec les coudes aussi les frappes. Et ça, c'est vrai que tu m'avais montré ça. Alors il y avait plusieurs gardes en fait avec le coude. Il y en avait deux ou trois qui étaient bien. La principale, c'est celle-ci. Mettons que vous protégez les directs ici. Voilà. Moi, je suis là. Essaye de mettre des directs, par exemple. Ouais.
Là, je peux répliquer. Là, je réplique. Voilà. Mon visage est protégé. Pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de cadre. Mais en tout cas, votre adversaire, avant de vous faire mal, il va d'abord se faire mal aux mains. Donc déjà, si vous commencez à casser les armes de vos adversaires, les armes en l'occurrence, et les doigts, les phalanges, déjà ça va pouvoir vous produire un certain avantage. Autre chose aussi, ça paraît stupide, mais on pouvait aussi contrer certains coups de poing avec son propre crâne. Mettons, on est ici pour arrêter un direct. Par exemple, arrêter un direct de la main arrière. Voilà, ici. On ne vient pas le prendre en plein visage. On se baisse. Ouais, pas facile à faire ça, dangereux. Ça c'est... À ne pas faire, c'est pas les débutants, c'est pas conseillé. Ne faites pas ça chez vous. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, donc les jeunes, vous pouvez le refaire. C'est... Non, par contre, enfin moi ça, je le fais plutôt quand je suis assez près, en fait, en général. Bloqué avec le front, enfin comme je t'ai fait tout à l'heure un peu par réflexe, c'est vrai que c'est plus quand je vais être prêt, ou là ça va être, ouais, si je vois que je suis débordé, à un moment j'ai une perte d'initiative, il y a un coup qui arrive, j'ai pas le temps de bloquer avec le bras ou quoi, ouais, là ça va être rentrer le crâne pour essayer de bloquer avec ce que je peux. Un peu comme quand on n'a pas le temps de bloquer un low kick, bah on va bloquer avec le muscle de la jambe en s'orientant, en venant, voilà, on va faire autrement, quoi. Si on n'a pas le temps de lever pour bloquer au tibia, on se démerde autrement, quoi. Et ouais, donc ça fait ouais, tu nous as montré les hammers, les gardes pour casser. Enfin, c'est là, qu'est-ce que ça va être les deux autres techniques que tu voulais nous... Bah là, étant donné qu'on a des gardes qui sont longues, on va essayer d'éviter de faire des crochets. Pourquoi les crochets? Parce que essayer de faire un crochet avec la main qui n'est pas bandée, avec le poignet qui n'est pas protégé, et si votre angle est mauvais, vous allez vous casser le poing, soit sur le bras de votre adversaire, parce que vous allez vous tordre la main, soit sur son crâne. De toute façon, vous n'allez pas arriver à les placer proprement. Après, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça va être très compliqué à faire. Vous pouvez éventuellement faire des crochets à la Vanderlei Silva, qui sont des faux crochets, quoi. Ici, vous pouvez le faire, mais vous allez essayer de frapper plutôt avec l'intérieur des avant-bras. Mais ce que vous allez remplacer justement ces crochets par une technique qu'on appelle les fissoum, c'est-à-dire des coups où vous êtes ici en garde, et vous allez les déclencher là, pour venir frapper où? Sur le côté du visage, mettons ici, ou là. Voilà. Donc ces techniques... très spécifiques, sont très spécifiques. C'est vraiment spécifique à ça, quoi. Et elles sont, croyez-moi, très efficaces, parce qu'il suffit qu'on vous touche la pointe du menton ou le côté du crâne, et ça fait extrêmement mal, quoi. Voilà. Donc mon collègue a plus l'habitude d'en prendre et d'en donner. Voilà, on vient ici. Voilà, on peut harceler son adversaire ici. Voilà. Le fissuum, je trouve qu'il rentre bien après un direct, en fait. Par exemple, le mec envoie un direct, mettons, tu m'envoies un coup, moi je vais le bloquer avec cette garde-là. Ouais. Et là, du coup, je vais pouvoir après envoyer ce fissuum. Voilà. Et le Sagittarius, comme tu vois. Ça c'est mytho, ça, comme frappe. Et Sagittarius derrière. Donc aussi, pour placer plus facilement un fissuum, mettons, vous avez un adversaire qui a les bras tendus. Alors vous avez la méthode la plus simple. C'est-à-dire, vous décalez la main et vous venez ici. Voilà. On va le refaire. Décalez la main et venez frapper ici. Croyez-moi, si vous mettez plein fer et que vous mettez l'engagement de votre corps, c'est-à-dire, blam, ici en plein sur le côté du visage, dans la tempe, il va le sentir passer. Une seconde, c'est-à-dire que là vous êtes protégé. En principe, vous ne laissez pas ces points arriver vers chez vous. Donc vous venez là, vous croisez, vous venez ici. Voilà, vous ne voyez pas bien parce que c'est de l'autre côté de la caméra que ça se passe. Mais en gros, ça donne soit celui-ci, soit celui-là. Donc, celui-là, celui-ci. Voilà. Donc ça, en principe, ça marche plutôt pas mal. Autre chose aussi, tu parlais de direct tout à l'heure. Donc il y a peu de direct, parce que comme vous avez vu, si je m'amuse à lui mettre des directs, il va venir ici avec sa garde me péter les doigts. Mais vous pouvez placer des directs autrement. C'est-à-dire, vous décalez son poing et vous venez ici. Voilà. Et là encore, vous avez vu, il a mis son coude pour protéger son visage. Encore une fois, je n'aurais pas fait mal, je me serais fait mal à moi-même. Mais les directs sont possibles. Vous avez aussi les directs au corps. Voilà. Qu'il a encore une fois, il a réussi à le bloquer. Mais ça passe. Voilà. Là, fissoum.
on peut enchaîner un fichou ici avec un direct au corps. Donc ça, les directs passent, mais c'est pas ce qui va faire le plus mal à l'adversaire. Alors je parlais tout à l'heure d'un déluge de coups. Alors ce déluge de coups, il va se produire en enchaînant les marteaux, ici, ici, les directs au corps. Voilà, et mon collègue peut aussi également répliquer, comme il vient de le faire. Donc en principe, c'est du combat, comme tu le disais tout à l'heure, qui se produit à mi-distance. C'est pas un combat où on est loin, où on essaie, comme en boxe française, de mettre des coups avec le maximum d'allonge. On rentre dans la distance et on y va, quoi. Et advienne que pourra. Mais en principe, si on a des os bien durs pour protéger des coups son adversaire, ça peut durer longtemps. D'ailleurs, une petite anecdote concernant les combats qui durent longtemps. Une fois, un combat entre deux grands champions a duré tellement de temps qu'il y avait un règlement pendant les Jeux Olympiques. C'est que les combats se déroulaient, et les épreuves du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors, le coucher du soleil approchant, il a été décidé qu'on passe à la phase finale du combat. Qu'est-ce que c'est la phase finale? Une grosse réjouissance. Le climax. Voilà, ce qu'on appelle le climax. Alors, les deux adversaires se mettent les uns en face de l'autre, et là, le juge, à l'époque, décide à la pièce où va tirer au sort qui va frapper le premier. Et lorsqu'on arrive à ce point-là, alors en principe, celui qui frappe le premier a l'avantage parce que l'autre n'a pas le droit de se défendre. Puis il a le droit de mettre l'adversaire dans la position qu'il veut. Et dans la position où il veut. Donc il peut frapper le plus fort possible dans ce cas-là. Donc l'adversaire qui n'a pas eu la chance, qui a eu un mauvais tirage au sort, se met comme ça, les deux mains derrière la tête, sans garde, et l'autre peut le frapper où il a envie. En principe dans la tête, dans le foie peut-être, s'il y a des spécialistes, mais en principe c'est dans la tête, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Et des fois, c'est pas du premier coup. C'est une des grandes spécificités du pugilat, c'est qu'il n'y a ni limite de temps pour un combat. C'est-à-dire que si est combattant, ça peut continuer jusqu'au coucher du soleil. On a l'exemple d'un combattant qui a gardé sa garde de pugilat 2 jours d'affilée. Il est resté 2 jours comme ça et personne n'a réussi à la briser. Il n'y a pas de catégorie de poids. Ça veut dire qu'un mec de 2 mètres de haut peut tomber sur un mec de 1m60. Bon, ça n'arrivait pas les mecs. Comme en Kyokushin en fait. Les gars de 1m60 étaient très rares quand on regarde sur les archives qu'on a de l'époque, les archives, les bases qu'on a de l'époque, c'est les archives de l'époque. C'est beaucoup des mecs vraiment grand gabarit, 1m80 minimum. Ouais, quand c'est pas 2m20 comme ça. Ils ont des cuisses qui doivent faire 80 cm de tour. Donc, comme Minos de Crotonne qui faisait 2m20 ouais. Et 130 kg. Il faut imaginer la bestiole, quoi. Personne ne voulait se battre contre lui. Il a gagné les Jeux Olympiques sans qu'aucun adversaire veuille le combattre. Donc, ça donne une idée du gars et de sa réputation, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait éventuellement voir comme technique, c'est le Sagittarius. Le Sagittarius qui peut être assez pratique, notamment lorsque votre adversaire vous rentre dedans, vous venez ici, vous frappez en plein visage, vous dépliez le poing. Donc ça veut dire que vous êtes protégé ici et que, en principe, le bras est hors cadre. Il ne va pas le voir. Le bras va sortir de son champ de vision pour revenir en plein dans son visage. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Donc là, en plus, vous avez vu, il n'a pas vu. Eh ouais. Donc c'est des techniques qui font... C'est des techniques... C'est des techniques qui fonctionnent très bien et qui ont le mérite de pouvoir être apprises très rapidement. Pourquoi? Parce qu'elles jouent sur des principes fondamentaux, c'est que les os c'est dur et autant se protéger avec des choses qui sont dures et briser les armes de son adversaire, donc en l'occurrence les poings, et qui jouent sur des principes de base. C'est lorsqu'on enlève la garde de son adversaire avec le poing, on peut lui frapper dans le visage. On a le droit aux saisies, on a le droit de frapper à peu près partout. Bon, le plus efficace restera la tête. Hein. Vous imaginez, de toute façon, vous avez vu la gueule du gars du fin praticien tout à l'heure. Donc, des termes. Voilà, le pugiliste des termes. Le pugiliste des termes, qui n'a pas une gueule de porte-bonheur. Donc vous voyez que les coups, ça va quand même bien dans la tête. Et c'était la discipline la plus dangereuse à l'époque, peut-être plus que le pancrace. Voilà. Parce que le pancrace souvent finissait sur certes un KO, mais on avait le droit aussi d'attraper les doigts de son adversaire ou ses orteils. En principe, si on vous retourne un doigt, ça vous calme assez vite. Donc il y avait peut-être un peu moins de morts en l'occurrence. Plus que la gladiature, tu dirais aussi. Non, mais tuer son adversaire au pugilat, c'est interdit. C'est-à-dire que même si ça arrive accidentellement, celui qui tue son adversaire est disqualifié des Jeux Olympiques. Voilà, c'est une grosse punition. Ça veut dire en fait, je pense qu'il faut savoir doser à un moment les coups. Comme dans Dragon Ball. Voilà, pas le droit de tuer son adversaire au tournoi des arts martiaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, moi j'aime bien les gardes et le Sagittarius, quoi. Ils passent très bien, je trouve. C'est vrai que quand tu rentres
tu rentres assez près, tu es bien protégé avec les coudes. Le Sagittarius derrière qui arrive plein pot, c'est assez inattendu finalement. C'est des techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit dans la vie courante, que ce soit même au cinéma, on ne voit pas des gars se battre de cette manière-là, et qui est pourtant super efficace. Peut-être moins spectaculaire, parce que vous vous dites, ouais, qu'est-ce qu'ils font avec leurs bras tendus, se chatouillent. Mais croyez-moi, c'est des chatouilles qui font plutôt mal. Donc, c'est des techniques qui sont très efficaces. Voilà. Les coups claquent assez vite, et surtout, autre avantage de ce sport de combat, c'est que vous allez avoir des avant-bras en béton à force de prendre des coups dessus. Et vous allez aussi avoir un corps en béton à force de vous prendre des coups. Tout ça, ça va se renforcer. Au bout d'un moment, ça va faire des super bons combats. Et des nerfs en béton aussi, parce que c'est vrai que tu parlais des coups dans la tête qui sont efficaces, mais l'autre jour, avec Richard, on testait un petit peu les coups dans les nerfs. Alors en fait, mettons, il y en a un qui est en garde comme ça. Ouais, non, mais même juste, je sais pas moi, t'es en garde, et tu vois, de rentrer ce coup-là dans le nerf, bon là... Je sais pas si je le mets bien, mais voilà, il a piqué. Moi, je le mets pas fort, mais bon, c'est vrai que t'as l'autre un moment qui se retrouve en garde. Toi, t'es là, bim, t'arrives plein pot, tu mets un uppercut, tu cales les deux kento ou un bon kento là dans le nerf. Même ici, hein, le nerf qui passe vers ici là. Et je suis à l'intérieur aussi. Ouais, je suis à l'intérieur du bras. D'ailleurs, c'est celui qu'ils utilisent pour quand ils anesthésient, qui font l'anesthésie loco-régionale, c'est celui-là. Vas-y, fais-moi un contre de ce crochet là. Ça va, c'est le biceps qui a pris. Ça va, il n'est pas passé. Oh, mon nerf est bien protégé là, il s'est endurci à force. À force de prendre des coups. Ouais, c'est... Les touches poison comme on dit. Celui-là, ouais. Enfin bon voilà, c'était les techniques de pugilat. Moi je les aime bien, voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Je les trouve intéressantes même en combat réel et tout ça. Enfin les gardes avec le coup en avant, c'est pas mal. Historiquement, c'est sympa aussi un petit peu hein, d'avoir des gars comme ça qui s'y connaissent, qui ont des connaissances comme ça sur les arts martiaux de nos voilà, ancêtres. Ouais, des gars qui étaient là avant nous, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça vraiment, mais... Nos aïeuls, pardi, jadis. Mais bon. Ouais, enfin bon, voilà, bon bah... Merci les gars, et puis merci à toi. On va se refaire une autre vidéo, peut-être avec d'autres techniques, on va voir. On verra, on va se refaire ça. Si vous voulez checker leur site, il y a le lien dans la description. Vous allez voir un peu ce qu'ils font en gladiature, tout ça, vous produisez, hein, vous faites des spectacles et tout ça de reconstitution de gladiateurs, sans chorégraphie, hein, avec des vraies techniques. Ouais. Donc c'est bien cool, j'ai un peu testé, et voilà. J'espère que ça vous a plu, et à plus pour une prochaine. Salut, je suis avec mes potes Mika et Richard et c'est des gladiateurs et ce que je dis c'est de la merde, en fait je vais le refaire.